a fait plein de choses avec cette licorne, on en a fait une gamme, on en a fait une campagne métro, et le truc le plus fou qu'on ait fait, c'est on a contacté un mec qui s'appelle John Hammond, qui fait du street art dans Paris. On a projeté sur la Tour Eiffel, avec un énorme rétroprojecteur, une licorne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quel est ton levier? Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Louis Marty, le CEO cofondateur de Merci Handy, une entreprise dont vous avez certainement entendu parler, qui a commencé par vendre des gels hydroalcooliques et qui s'est fait connaître également de par ses nombreux partenariats avec des entreprises telles que Netflix et Disney par exemple. Louis a une vision très précise sur la marque Merci Handy et le rapport que les clients ont avec sa marque. Je vous invite à découvrir l'épisode dès maintenant. Salut Louis, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans Quel est ton levier? Salut, merci pour l'invitation. Donc tu as monté une belle boîte qui s'appelle Merci Handy. Aujourd'hui, vous avez accumulé plus de 40 millions de chiffre d'affaires. Vous avez vendu énormément d'unités. Vous êtes sur le segment de l'hygiène et des soins. Tu as pas mal innové dans ta manière de communiquer, également dans tous les produits que tu as pu sortir. Et je pense que tu as peut-être fait partie, ou je sais pas, d'une génération de DNVB il y a quelques années qui a beaucoup fait parler d'elle. Est-ce que tu peux te présenter et présenter la marque? C'est sûr, on a été l'une des premières marques, je pense, à oser aller sur des grands marchés. Donc moi, j'ai monté Merci Handy, c'est mon premier job. J'ai fait un stage chez un grand parfumeur et fabricant de produits de cosmétiques et de parfums. J'ai détesté. Tu vois, tout est fait par des agences, rien n'est internalisé. Tu travailles à 4 ans, tu peux pas être time to market, tu vois, t'es toujours en décalage. Et en fait, je pense que ces gens-là réussissent parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils investissent énormément en marketing et ils ont quand même des bons produits. Et j'ai eu envie de changer les choses, donc d'essayer de faire une marque plus proche des consommateurs et complètement différente sur des segments qui sont un peu oubliés. On a commencé avec le gel, qui était un produit hyper basique, qui sentait la vodka, qui t'asséchait les mains et qui était pas beau, que tu n'avais pas envie de partager, et dont une très grande majorité avait des formules qui pouvaient être aussi très irritantes, voire avec des substances un peu cancérigènes et autres. On a décidé de changer ça, on a fait une formule vegan, clean, naturelle, on a mis des couleurs, des paillettes, tout ça, ça a mis des années à avoir le meilleur produit possible. On a mis un plastique recyclé et recyclable évidemment, donc on vient ramasser des déchets pour faire une bouteille. Voilà, pour créer Merci Handy, qui est aujourd'hui une marque de soins et d'hygiène, qui couvre le visage et le corps. Et on veut notre objectif, c'est d'être la marque top of mind chez les jeunes, donc entre 12 et 20-25 ans, c'est vraiment notre cible. Donc on est hyper bon sur les collégiens, lycéens et les jeunes étudiants. Et voilà, on veut conquérir le monde comme ça. Parce que, merci pour la présentation. Je veux juste revenir sur ce que tu as créé en quelle année Ça a été créé en 2014. Ok. Parce qu'à ce moment-là, le gel était pas forcément... Non, mais je viens d'une famille hyper maniaque. Ma mère, tu vois, très rangée, ordonnée. Une vie assez ordinaire aussi. J'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai eu envie... je pense que ce côté hygiène chez moi était hyper important. J'ai découvert le gel aux États-Unis et je me suis dit, ah, c'est super. Pendant mes études, j'avais un projet dans la restauration. On cherchait à faire des produits un peu pour se laver les mains. Et puis, j'ai droppé ce projet de la restauration et j'ai dit, je vais rendre ce produit ordinaire, extraordinaire. J'ai commencé à mettre des couleurs, des paillettes, plein de choses dans ma vie. Et paf, le gel est arrivé. On a fait une vidéo qui a fait des millions de vues sur YouTube. On a fait 0 vente en ligne, on pourra en reparler. Mais c'est là où la marque s'est lancée. Parce que du coup, tu as commencé avec vraiment, tu savais que tu voulais faire du gel à la base, c'était ton premier produit, c'est ça? C'était le premier produit, voilà, on se posait pas trop de questions. Moi, j'adorais les marques un peu type Innocent Drink, tu vois, les smoothies au UK et partout dans le monde maintenant. Un peu le Ben & Jerry aussi dans les glaces, qui sont arrivés sur une industrie qui était vraiment... où il y avait des énormes, et la beauté, il y a des énormes, des boîtes qui font des dizaines de milliards qui sont sur ce marché-là. Et par le produit, évidemment, et par le marketing et la manière de parler aux gens et de raconter leurs produits, ils se sont fait une place. Et je me suis dit, tiens, et c'est vrai que je pense qu'on a été un peu les premiers en France à oser casser ces codes hyper traditionnels du secteur de l'hygiène, de la cosmétique. Tu vois, le petit Marseillais qui est énorme, il doit avoir 20 000 followers sur Instagram, nous on en a 500 000. C'est parce que les codes changent, tu vois. Et pour nous, on a envie d'aller avec ces codes-là de cette génération-là.
Et toi, ça t'a parlé parce que ton background ou Non, en vrai, ça me faisait marrer. Okay. J'adore le produit, j'adore. Je pense que j'aime fondamentalement l'hygiène et le soin, c'est hyper important. Il y a aussi un gros sujet dans notre mission de marque de redonner confiance. Là, l'un des produits qu'on a lancé qui fonctionne le mieux sur les 12 derniers mois, c'est des patchs boutons qu'on a lancés. Donc voilà, et volontairement, on a créé ce patch coloré avec des formes, on a mis des cœurs, on a mis des nuages, on a mis des étoiles parce que on veut, c'est pas des imperfections. Moi, je déteste le mot imperfection. Il n'y a pas de perfection, imperfection, ça n'existe pas. Donc c'est plus grâce à ce patch, on va soigner ton bouton, en prendre soin parce que on sait que ça peut troubler Moi, il y a des jours, je feintais ma mère d'être malade pour pas aller à l'école parce que j'avais des boutons, tu vois. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus envie que des jeunes se retrouvent dans cette situation-là. Donc, on va venir leur mettre, voilà, ces patchs et essayer de le traiter plus rapidement. Ouais. Donc, tu as vraiment formé à redonner confiance, ouais. Ouais, redonner confiance et cette vision produit, en fait, tu l'as eu très tôt, quoi. Ouais, elle est arrivée au fil du temps. Au début, on a été sur le gel et puis après, on a fait des produits pour le sac à main et maintenant des produits pour le visage. Et c'est des produits qui sont plus chers, qu'on formule vraiment avec la plus grande attention. On fait tous les tests dermatologiques, tous les tests cutanés, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Et puis, c'est pas la même quand tu achètes un gel en caisse à 3 € qui est notre prix de vente, tu vois, du produit ou maintenant des crèmes ou des gelées pour le visage entre 15 et 20 €, c'est pas le même acte d'achat. Tu es beaucoup moins dans l'impulsion, tu es dans la réflexion, tu compares beaucoup plus. Et pour moi, c'est la plus grande chose qu'on ait réussi, c'est de partir d'un produit qui était vraiment d'impulsion pas cher à aujourd'hui une vraie gamme pour le visage et être dans la salle de bain de nos petits chatons qui sont nos clients. Vous les appelez les chatons. Est-ce que c'est vous qui avez démocratisé la unicorn? Non, ça serait un peu ambitieux, mais c'est sûr que ça a été notre symbole pendant longtemps. Parce que pour moi, c'est tout l'imaginaire que j'aime autour de Merci Andy. C'est quelque chose que je sais pas un spoil, mais les licornes n'existent pas. Mais voilà, c'est justement, on arrive à se la représenter. C'est facile, c'est tangible, ça part d'un cheval blanc, il a une corne, et puis, mais tu vois, il y a ce côté extraordinaire, tout en partant de quelque chose de assez ordinaire, qui est un cheval, et le cheval, tout le monde connaît. Et c'est ça que j'aime dans le symbole de la licorne, et on a fait plein de choses avec cette licorne. On en a fait une gamme, on en a fait une campagne métro, et le truc le plus fou qu'on ait fait, c'est on a contacté un mec qui s'appelle John Hamon, qui fait du street art dans Paris. Vous avez forcément vu sa tête si vous habitez à Paris et même dans toutes les villes de France. Il met sa tête en photo et on a projeté sur la Tour Eiffel. C'était pas forcément légal, mais bon, on a réussi. On a projeté sur la Tour Eiffel avec un énorme rétroprojecteur une licorne. Tu vois, le 9 avril, c'était 2019, le jour c'est la journée internationale de la licorne. Voilà, comme ça, tu auras appris un truc important. Avec moi. Je savais même pas qu'il y avait une journée de la licorne. Moi non plus, mais jusqu'au 7 avril, 3 jours avant cette campagne. Mais c'est énorme. Voilà. Et parce que moi, pour la petite anecdote, j'étais abonné pendant longtemps à votre newsletter et même sans acheter, j'attendais de la recevoir parce que je sais qu'à chaque fois, il y avait un brin d'humour, quelque chose qui pas qui égale ta journée. Non, on essaye dans tous alors je dis plein de mots anglais, mais touch point, donc tous les contacts qu'on peut avoir. Nous, on n'a pas de magasin encore, on travaille dessus et je pense que ça va arriver, mais c'est difficile quand tu n'as pas vraiment tes clients en face de toi de savoir leurs émotions qu'ils vivent quand ils découvrent un produit, quand ils achètent des choses de chez toi. Et donc, tout ce qu'on émet, on veut que ça soit un média. Nos packaging, nos emails, nos produits, nos échantillons, nos merchandising, c'est hyper important. Le merchandising, tu peux dire dans un magasin, c'est important évidemment d'avoir le nom de ta marque, le logo, mais de venir ajouter une petite phrase sur le côté qui va chez la fille qui fait ses courses, va la voir, va la faire sourire, dire à sa copine « Ah tiens, regarde ». En fait, tout peut devenir média et moyen de communication. Et on essaye de faire hyper attention. L'arrière de ta boîte e-commerce, le dessous de ta boîte e-commerce, c'est des sujets hyper importants. Nous, on a une adresse mail au fond de notre boîte e-commerce où il y a écrit « N'envoyez surtout pas un email à cette adresse » et on reçoit évidemment plein de mails dessus et après il se passe quelque chose évidemment si tu envoies un mail et de créer cette petite émotion et cette surprise, ça fait partie aussi de ce qu'on essaye de faire au quotidien. Ouais, c'est-à-dire vraiment, c'est hyper important ce que tu dis, c'est que toutes les occasions sont bonnes pour faire du contenu et pour créer de l'émotion avec ton client. Moi ce que j'aime le plus, c'est la surprise. Ça veut dire que c'est inattendu. Et en général, on préfère que ça soit une bonne surprise. Mais même parfois des mauvaises surprises. Enfin, tu vois, moi, j'aime bien à mon équipe de dire on a un problème logistique. Par exemple, tu vois, il y a récemment,
tous nos mondial relais, il n'y avait pas de tracking. Et et c'était un problème, tu vois, les gens ne savaient pas où étaient leurs colis, et mondial relais, c'est compliqué. Comment on fait pour transformer ça en quelque chose de moins négatif pour eux et essayer de transformer cette expérience mauvaise en montrant qu'on a un bon service client, qu'on est là, qu'on les aide et qu'on va peut-être leur offrir autre chose en échange. Et c'est ce qu'on a fait. Et tu vois, sur les centaines de personnes impactées, on a eu des super bons avis. Et donc souvent, un client qui n'est pas content à la base et auquel tu vas prendre soin, lui régler son problème, lui trouver une solution, le récompenser, c'est souvent ton meilleur ambassadeur. Bien plus que celui qui a juste commandé, reçu ses produits en temps et en heure et qui n'a pas eu de problème et qui aime ses produits. Tu crées un fan en fait. Tu crées un fan parce que voilà, tu as interagi avec lui, tu lui as réglé quelque chose et du coup, ça lui crée un sentiment où il est en sécurité avec ta marque très fort. Et c'est ça au niveau de ton service client ou de tes collaborateurs, comment tu l'as? Parce que c'est pas forcément toujours naturel, on va dire, il n'y a pas toutes les boîtes qui résonnent comme ça, enfin, en tout cas, j'aimerais bien, mais comment tu as réussi à le faire culturellement C'est hyper dur, c'est exigeant. Je pense que c'est déjà un rôle de... Il y a un leadership et moi, tu vois, on utilise Gorgias pour tous nos ticketing. J'y vais tous les jours dessus. Tous les matins, je vais prendre la température, je vais regarder, mais comme les réseaux sociaux, comment les gens écrivent, est-ce qu'ils font des fautes, est-ce qu'ils font pas de fautes. On comprend plein de choses. Si c'est hyper important. Enfin, tu vois, je connais des boîtes qui l'externalisent. Après, il y a des questions de scale et de stratégie, mais nous, on a décidé de le garder en interne. Pour cette raison-là, on a besoin de corriger nos problèmes grâce à nos clients. On a une culture du feedback, donc pareil, si ça va par un tiers et qu'après on les réintègre, c'est possible, mais nous, on n'en est pas là, en tout cas dans notre boîte. Donc je pense que c'est un peu la preuve par l'exemple et se réjouir de la satisfaction client. Tu vois, la satisfaction client, c'est pas juste un KPI de dire « Ah bah tiens, j'ai 4,9 sur Trustpilot, j'ai atteint ma stat, c'est bon, j'ai mon bonus ». C'est vraiment rendre un client heureux, ou un collaborateur, ou un fournisseur, peu importe, mais les gens qui travaillent autour de toi, voilà, il faut que sincèrement ça te rende heureux et que ça soit pas juste un KPI vert et que c'est bon, on passe au KPI suivant. Je trouve que même souvent en e-commerce, on a tendance ou dans nos métiers, tout est tellement digitalisé qu'on a tendance parfois même à oublier qu'il y a finalement quelqu'un qui a commandé derrière, qui a une expérience, qui s'en sert avec sa famille, etc. Et donc en fait que on n'est pas que, comme tu dis, c'est pas que des KPI quoi. Il y a des humains derrière. C'est sûr. En plus, on est dans le produit, tu vois. Donc nous, c'est des produits physiques. On a des dizaines de palettes qui sont à l'entrepôt, des centaines de palettes qui sont à l'entrepôt en stock. Mais oui, c'est sûr. Tu vois, nous, ça nous est arrivé d'aller des personnes de l'équipe allaient déposer des colis parce qu'ils habitaient à 200 mètres du bureau et qu'on pouvait gagner du temps et qu'on les a flagués pour X ou Y raison. Et pour moi, c'est une vraie culture de boîte et une culture de la réussite commerciale. C'est hyper intéressant on creuse un peu ce point parce que je sais à quel point, enfin, je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte à quel point tu as un niveau de détail sur ces éléments-là. Moi, je me rappelle il y a quelques années, je sais plus, sur une ad, sur un truc, on était en contact avec vous. Je sais que c'est toi qui as regardé dans le détail comment la marque apparaissait auprès de l'audience. Ouais. Et ça me parle beaucoup ton exemple après, sur c'est mes sensibilités. Ça veut dire que je regarde peut-être moins autre chose, tu vois, par rapport. Mais je sais que j'ai cette sensibilité-là. J'ai besoin de, tu vois, nous aujourd'hui, on est financé par notre revenu. C'est notre revenu qui paye tout ce qu'on fait. Donc, s'il se passe quelque chose sur notre revenu, on peut être impacté hyper rapidement. Donc, m'assurer que mes clients B2B, évidemment aussi, mais mes partenaires, Monoprix, Nocibé, Sephora, s'assurer de leur satisfaction, c'est super important. Et quand tu n'y arrives pas, pour X ou Y raison, c'est super frustrant, tu vois. Et moi, c'est là où je peux me frustrer. Ouais. Mais où tu t'interviens. J'interviens et j'essaye de ne pas répéter la même erreur parce que c'est OK de faire des erreurs, mais on essaye de jamais la dupliquer et de faire deux fois la même parce que ça, c'est le truc qui me rend le plus fou. Donc voilà, je connais. Je vais aller un petit peu sur la partie marketing et vente. Tu disais tout à l'heure, donc tu as commencé sur un monoproduit, on va dire, avec un panier moyen relativement faible, très faible. Déjà, quand tu as monté Merci Andy, c'était pas le même temps non plus en ligne. Est-ce que tu penses que déjà tout l'écosystème a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, des coûts ou des modèles, tu vois, de panier moyen faible sont plus difficiles on va dire, à faire décoller en pur digital. C'est un peu ma première question. Et après, c'est à partir de quel moment tu as ajouté une autre gamme, un autre produit,
combien de temps après ton lancement, et est-ce que tu as un peu une bonne pratique sur j'arrive à tant de revenus, il faut que je me diversifie parce que j'arrive pas à aller plus loin en termes de revenus sur mon produit. Enfin, est-ce que tu as là, tu as sorti des nouveaux produits récemment, enfin, tu en sors tout le temps. Est-ce que tu as une méthode en interne ou... Ouais. Je pense qu'il faut réfléchir un peu par channel. Le wholesale, tu vois, nous, on a commencé à lancer, donc l'histoire, c'est on avait 6 gels à 3 € chacun, donc même si tout le monde en prenait, tu faisais 3 x 6, 18, et c'était notre panier moyen. Alors après, tu pouvais faire des bundles et tout. Hyper compliqué de faire un business avec ça en ligne. Et donc, très rapidement, on s'est dit, déjà, on s'est pas dit, on s'est fait contacter par des wholesalers. Et c'est là où on s'est dit, tiens, on va réfléchir omnichannel. Et à l'époque, c'était pas aussi évident, tu vois. Tu avais vraiment des marques qui étaient spécialisées sur le e-commerce, et puis tu avais des marques beaucoup plus traditionnelles. Je parle dans le segment de la cosmétique et de la beauté de manière générale, et tu avais des marques qui commençaient le e-commerce et qui étaient déjà très très forts, soit en retail, soit en wholesale, avec des partenaires ou avec des magasins en propre. Et nous, on s'est lancé un peu en même temps sur les deux. Donc, on a eu ce site e-commerce. Donc, pour la petite histoire, voilà, on a fait un site Shopify et les CMS, c'était le tout début. Je crois que Shopify venait d'arriver en France. Nous, on a dû être le 50e Shopify en France. Donc, hyper rapidement, on a fait un site en propre qu'on avait développé avec un dev qu'on avait trouvé sur une plateforme. On avait mis toutes nos économies dedans. On a fait une vidéo sur YouTube. Elle a fait 2 millions de vues. On a fait genre une vente. C'était horrible. Donc, on a supprimé ce site. Et le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est supprime ce site. Use Shopify, et on a pris Shopify, et depuis on était super contents, tu vois. On n'en est jamais parti. Sur la partie du produit, donc sur le e-commerce, on a senti qu'on allait être limité, et au bout une fois qu'on avait de la récurrence dans nos produits actuels, que les gens réachetaient, et je pense que moi, un des KPI que je suis le plus aussi sur Shopify, c'est la rétention. C'est sur, voilà, sur mes 100 commandes, mes 100 dernières commandes, il y a combien de clients existants ou pas. Une fois que ce taux il est relativement élevé, je pense que c'est au moins 40-45% de ces commandes que tu n'es pas que sur du nouveauté. Tu te dis, tiens, j'ai des gens qui aiment mes produits, qui les ont achetés une fois. Ça peut être le marketing, ça peut être ta super ad, ça peut être ton super influenceur qui t'a fait une super pub. Par contre, si la personne achète 2 fois, là, tu es sûr que c'est que le produit. Elle n'a pas pu se faire piégé entre guillemets par une campagne marketing d'acquisition. Et une fois que nous, on avait suffisamment de personnes qui nous avait fait confiance une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Au bout de 2 ans, on s'est dit, il faut qu'on agrandisse notre panier moyen. Nos wholesalers nous le demandent aussi. Et après, on a réfléchi en termes de stratégie de portefeuille. Pendant 3 ans, on n'a fait que des produits pour le sac à main. Une crème pour les mains, un brumisateur, un papier matifiant. Donc, parce que on voulait vraiment être la marque qui t'accompagne dans le sac à main. Et puis après, boum, on a annoncé qu'on allait sur le visage. Et là, on a lancé une autre collection. Et je dirais qu'il n'y a pas de rythme. Ça dépend vraiment des marchés, des segments, et des channels sur lesquels tu es. Mais ce qui est sûr, c'est que en e-commerce, il te faut une vraie roadmap marketing, soit avec du cadeau, soit avec du bundle, soit avec des éditions limitées. Nous, on a vraiment notre roadmap pour les magasins et on a une roadmap spécifique au e-commerce avec aussi, dans une logique omni-channel, des exclusivités pour le e-commerce. Pourquoi une fille qui habite à Paris ou en banlieue parisienne, qui a 4 Sephora à côté de chez elle, qui peut aller choper n'importe où, irait sur notre site, embêter ses parents à prendre une carte bleue si c'est pas pour recevoir les pins qu'on met dans la boîte ou ce produit exclusif sur notre site internet. Donc il y a vraiment cette logique à respecter. Ouais, tu as une partie merchandising en magasin. Hyper important. Et tu as vraiment une contextualisation sur ton e-com avec un séquençage des opérations spéciales. C'est vrai que des exclusivités. Ouais, c'est clé. Tu vois, nous, notre meilleure référence qui fonctionne sur le e-commerce, c'est notre calendrier de l'Avent. C'est une grosse partie de notre revenu. On en fait des milliers et on le vend que chez nous. Pourquoi? On n'a pas les marges de le faire ailleurs. Ça marche pas, un calendrier de l'Avent. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de promotion, tu vois, parce que tu n'achètes pas toute la valeur du produit. Et puis, c'est cher à faire. Il faut mettre tous les produits dans les cases et compagnie. Mais en octobre, les gens attendent que ça. C'est le lancement de notre calendrier de l'Avent. Et cette année, en plus, il va être trop cool. Donc, on est content. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, tu te permets aussi d'aller sur des produits. En fait, j'ai l'impression que tu as tellement une base de fans, finalement, de clients fans, que tu te permets d'aller sur des produits qui parfois sortent
de ta catégorie. Ouais. Enfin, tu vois, et ça, je trouve ça beau. Ouais. Ouais, ça, le marché, je pense qu'il a hyper évolué et ça dépend vraiment de ta plateforme de marque. C'est sûr que nous, demain, on pourrait faire autre chose que de la beauté. Tu vois, là, il y a une marque américaine de soins qui est l'actrice de Stranger Things. Ils viennent de lancer une ligne de café. Tu vois, alors que vraiment, ils faisaient du make-up et du soin. Et là, ils se sont dit, notre audience, c'est ça, on va faire du café. Même code, hein, c'est même charte, c'est pas une marque ombrelle et tout, quoi que ce soit, c'est le même truc. C'est l'actrice de Stranger Things, Millie Bobby Brown, qui a sa marque. Je pense que si elle faisait même des torchons, elle en vendrait des centaines de milliers. Mais oui, je pense que le territoire de marque, en tout cas d'un point de vue produit, il est beaucoup plus malléable qu'avant, où c'était, ah bah tiens, t'es une marque de make-up, tu dois faire que du make-up, t'es une marque de chaussures, tu peux faire que du chaussures. Je pense qu'aujourd'hui, ces codes-là, ils ont évolué. Et tant que tu retrouves tes valeurs fondamentales de marque dans le développement de chacun de ces produits, il n'y a pas de limite. Ouais. Et est-ce que tu penses, donc toi, pour revenir, donc toi, tu voyais la partie extension de gamme par la récurrence d'achat? Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, déjà, il y a deux trucs que tu as dit. C'est à la fois, déjà, tu as bundle dès le début, oui. en fait, ouais. Quasiment, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, enfin, même sur tes autres gammes, je me rappelle Licorne et tout, enfin, t'as toujours des bundles spéciales ou des choses comme ça. Et en même temps, tu regardes vachement ta récurrence, du coup, Ouais. Tu vois, moi, je vois plein d'entrepreneurs autour de moi qui font cette erreur. Ils n'ont pas lancé leur marque, ils ont déjà 3 ans de roadmap devant eux produits. Tu vois, je trouve que ça, c'est pas bon. Ou pire, à la limite, si c'est pas développé, ça peut évoluer. Mais j'en connais même qui ont vraiment les produits en stock et qui décident stratégiquement de les lancer. Un au bout d'1 mois, le deuxième au bout de 3 mois et le troisième au bout de 6 mois. Et j'ai du mal avec cette stratégie-là. Donc, elle peut être cadencée parce qu'ils disent je veux avoir des temps forts. Mais si tu es sûr que tu vas lancer ça et que tu as une logique de gamme cohérente, je trouve que ton message il se dilue énormément. Tu vois, lance-toi, si tu es sûr d'avoir ces 3 produits et tu as ces 3 produits en stock, lance les 3 directement. Tu vois, ouais. Et donc, après, tu es passé au bout. Toi, ça a pris combien de temps pour passer sur une strat wholesale? Assez rapidement, Sephora nous a contactés moins d'1 an après notre lancement. On était encore étudiants. Tu vois, on est arrivé 2 petits mecs comme ça chez Sephora et avec mon associé de l'époque. Et voilà, ils nous ont ouvert 900 magasins en Europe. Donc, c'était assez intense. Et là, tu as réussi à faire monter les volumes d'un coup? Ça a été un challenge. On n'avait pas le cash pour produire même la première commande. Donc, on est allé voir les banques. On leur a dit, écoutez, on a une bonne nouvelle, on a besoin d'argent, mais c'est pour en faire plus. Donc ça, les banquiers, ils adorent. Et ils nous ont prêté de l'argent. On a fait nos commandes. On a vécu ce qui était des ruptures de stock, ce qui était trop de stock. On est passé par toutes ces émotions-là. Ouais. Et les US, tu as lancé quand? Et les US, moi, j'y suis allé en septembre 2019. J'ai eu mon visa. J'avais vraiment envie d'aller me confronter à ce marché-là. On avait eu plein de demandes en fait d'influenceurs, de retailers, de presse. Et moi, je mettais tout ça dans un coin dans mon inbox. Et été 2019, j'aime bien faire le tri un peu dans mes mails ou tout ce que j'ai pas eu le temps de traiter. Et je vois toutes ces demandes et je me dis, let's go, on y va. On a mis, pas beaucoup, on a mis, je crois, 150 000 $ sur un compte. J'y suis allé tout seul et j'ai adoré. Je suis rentré avec le Covid, on a explosé avec le Covid. Ouais, parce que le Covid, ça devait être monstrueux pour vous. Très court terme, monstrueux. Parce que rupture de stock de partout, des commandes. Je crois que, tu vois, en mars 2020, on a dû faire des journées à plus d'1 million de visiteurs uniques sur notre site. Je me suis dit, attends, on a fait une campagne télé de 10 millions, je suis pas au courant, c'est quoi le truc? Et en fait, le Covid venait d'arriver, donc c'était assez dingue. Et voilà, donc très court terme incroyable, moyen terme ça a été plus compliqué parce que tous les prix, enfin il y a eu énormément de gel, des gens qui en ont créé dans tous les sens, donc ça a un peu saturé le marché. Les gens en ont eu marre et clairement là on sort de cette phase-là et on est dans, aujourd'hui il reste que les mêmes produits qu'avant parce que tous ceux qui ont profité du Covid sont plus là, soit ils sont morts, soit ils en font plus, enfin ils ont disparu, pardon, ils sont pas morts, mais mauvaise blague, mais voilà, mais donc moyen terme, long terme, les gens voilà, ont cette sensibilité toujours de se laver les mains. Donc pour nous, c'était plutôt favorable. Et juste aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur de ta répartition chiffre d'affaires en ligne et hors ligne? Ouais, on est sur du 80-20, 80 wholesale, 20% e-commerce. Il y a des mois où c'est 60-40, voire 50-50, ça dépend, mais on va dire que lisser sur une année, c'est ça.
Voilà, c'est aussi notre stratégie. C'était pas cette répartition en 2020-2021. On était plutôt 50-50. Mais on a beaucoup soutenu nos retailers après le Covid, pendant les réouvertures. On a beaucoup investi là-bas et c'est pas plus mal quand tu vois un peu le challenge de l'acquisition en ce moment et même le challenge logistique, on s'en rend pas compte, mais tu vois, les Colissimo, les Mondial Relais, tout ça augmente les coûts des logisticiens et quand tu as des paniers moyens qui sont entre 30 et 40 euros, c'est beaucoup de marge en fait que tu donnes. Ouais, ou pas du tout de marge en fonction de certaines commandes, tu vois. Donc, faut vraiment être. On fait parfois un business au centime près, tu vois. Donc, c'est important. Parce que tu penses que c'est de par ce panier moyen que le levier du wholesale est un levier de plus forte croissance pour vous ou c'est Je pense aussi qu'on a des retailers qui sont très très forts, tu vois. Sephora est très très fort, Nocibé est très très fort. On travaille avec on travaille avec 80% de la beauté sélective, donc la beauté, on va dire haut de gamme et en France. Donc ils sont très forts et donc nous on n'a pas vocation à leur dire on vous donne moins de business, on préfère l'avoir chez nous. On veut que tout grandisse. Et je pense qu'il y a des périodes, 2020-2021, on a fait très peu de business chez eux et on a fait beaucoup chez nous. Et là, les choses se rééquilibrent un peu plus. Donc voilà. Et surtout aussi, il y a une logique d'export. C'est que nous, le e-commerce, on l'exploite vraiment beaucoup en France. Et tu vois, on fait pas de ads en Europe. Aujourd'hui, notre acquise, notre emailing et compagnie, elle est à 90%, 95% sur la France. Okay. Donc là où le wholesale, t'as un reach plus grand parce qu'on est sur toute l'Europe. Et ça, t'as directement été implanté en wholesale sur tous les pays? Ouais, on est allé hyper vite. Moi, j'ai jamais voulu. Tu vois, on vient de me dire, ah tiens, je pensais que Merci Andy c'était plus américain et j'ai trouvé ça chouette. On fait 80% de nos achats en France. On fait pas 100% en France. Il y a des choses qu'on source encore ailleurs. Mais j'avais pas envie de faire une marque 100% française. J'avais vraiment envie d'avoir une marque, tu vois, qui peut être globale. Et moi, me dire qu'aujourd'hui, on a des commandes de personnes dans le Nevada, à New York, à Paris, à Lille, à Dunkerque, mais aussi, tu vois, notre meilleure cliente, elle habite à Liverpool en Angleterre. Elle a dû faire, je sais pas, peut-être 40 commandes Merci Andy en 3 ans. Moi, j'adore. En fait, tu vois, c'est des cultures différentes et des âges sensiblement les mêmes, mais je trouve que tu as créé du coup une ADN de marque dans lesquelles les gens se ressemblent et c'est chouette, c'est une vraie communauté. Vous êtes chez Ulta? Ouais, on est chez Ulta aux US, on est chez Nordstrom, un peu d'Urban Outfitter aussi, donc c'est nos gros partenaires aux États-Unis. Et en termes de, ouais, tu parlais de levier en ligne particulièrement, tu as pu faire beaucoup d'influence, toi, de ton côté? Alors ça, c'est pareil, il y a eu des phases. Nous, on a vraiment surfé là où ça marchait. Tu vois, on n'a jamais fait de la grosse influence. Aujourd'hui, enfin, on va dire 2017-2018, on a vraiment bombardé en micro-influence. Tu vois, c'était les plateformes où en fait, tu passais de OK, l'influence est en train de se structurer et là, tu avais un segment de micro-influence qui était incroyable avec des gens qui étaient passionnés par le produit, qui ne voyaient pas l'influence comme un objet de rémunération et c'est OK aujourd'hui que les personnes le voient comme ça parce que tout le monde doit vivre de son travail et tu rémunérais beaucoup moins cher les personnes donc, et il y avait une conversion incroyable, c'était le début. 2019-2020, pour nous, ça a été vraiment l'organique, le Merci Andy organique, celui sur lequel on a fait nos meilleurs posts organiques, on a été très créatifs et évidemment le Covid nous a aidés. Et 2021, c'est là on a commencé à faire du social ads de manière hyper importante. Et 2022, on va dire que c'est l'année où on a lancé notre média. Donc on a un média 100% TikTok. Ouais, j'ai vu, vous avez beaucoup de followers. Ouais, on en a beaucoup. Après, c'est vrai que sur ce compte, on regarde moins les followers, on va plus regarder les impressions. Tu vois, je pense qu'on est plus dans une logique éditoriale, donc les gens s'abonnent, c'est pas très important, c'est plus, tiens, la performance de cette vidéo ou à quel point ce contenu a été intéressant. Et on a une stratégie d'inviter des créateurs. On a un studio au bureau, on invite ces gens-là, ils discutent avec nous, on leur pose des questions, toujours sur ces thématiques de confidence, de confiance en soi,
toi, d'estime, de respect. Et c'est des TikTokers, c'est des créateurs de contenu sur les réseaux, c'est parfois des gens de notre communauté. Et c'est plutôt gagnant comme stratégie. C'est une stratégie long terme. C'est pas, mais j'y crois beaucoup. Ça, à la marque média. Ouais. Ça, tu arrives à le décliner à la fois en anglais et en français? Non, aujourd'hui, on le fait que en France pour tester, parce que c'est beaucoup de ressources, mine de rien. Mais on aimerait bien le faire bientôt dans une autre langue. Ouais, mais tu vois, tu commences à avoir tous les transports, à gérer le truc, machin, sauf si tu te déplaces. Donc du coup, il faut organiser. Enfin, c'est plus compliqué. Et tu arrives à mettre comment tu le justifies financièrement, ça? Est-ce que tu arrives, parce qu'il y a souvent cette question de ROI vs marque, branding, notoriété. Toi, tu montes un modèle quand même où tu fais beaucoup de wholesale. Est-ce que tu le justifies en disant je mets un pourcentage de budget en market sur un média, ou est-ce que tu arrives quand même à tracer, ce qui peut être parfois dur vu tes ventes hors ligne et en ligne, est-ce que tu arrives à le tracer? Non, clairement le premier. Tu vois, l'attribution en wholesale, c'est hyper compliqué. On a regardé 1000 solutions qui existent, c'est super compliqué. Tu vois, on a testé de la télé, on a testé du métro. Tu vois des impacts sur tes ventes, donc c'est que tu vois, le média fonctionne, mais de retracer vraiment d'où vient ta vente, c'est super compliqué, tu vois. Et même quand on a même fait des campagnes croisées avec certains de nos retailers, donc surtout avec Sephora, on voit des impacts sur notre site et Sephora, c'est très bien et c'est pas un scoop. On voit aussi des impacts chez les autres. Donc, mais le plus gros impact reste chez Sephora. Donc, c'est l'attribution quand tu es dans, enfin, c'est mes cauchemars. Ouais. C'est de pas savoir où vont vraiment tes investissements. Mais à la fin du fin, tu as un seul PNL, tu as une seule équipe, tout le monde se parle. Et puis, il y a ce qu'on sent aussi, tu vois, de se dire, est-ce qu'on sent que cette campagne, elle a été là? Et ça, cette intuition-là, elle reste super importante dans le marketing. Ouais. Et le fait d'être, comme tu disais, d'avoir des moments de parole où tu perds pas les gens et tu contextualises par rapport à une collab, à un produit exclusif, et tu pars pas non plus dans tous les sens. Ça, je pense que c'est aussi une clé de succès dans une com efficace, on va dire. Complètement. Nous, ça a été, tu vois, Netflix, Stranger Things, ce partenariat, on l'a vraiment travaillé pour tu vois, on n'a jamais eu de calendrier aussi précis, on n'a jamais eu. Tu vois, on avait un embargo auprès des journalistes, de l'influenceur, parce qu'on avait présenté, parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait un effet timing, média, wholesale, e-commerce, email, réseaux sociaux qui soit parfait. Et surtout avec la date il y avait la saison 4 qui est sortie, donc, et on a réussi à aligner tout ce rétro-planning parfaitement pour que la collab prenne le plus d'ampleur possible. Alors, 2 questions par rapport à ça. Comment tu génères, toi, ces opportunités, ces collabs? Alors, j'étais dans mon canapé, tu vois, je regardais Stranger Things et je me suis dit, waouh! J'avais pas vu, j'avais vu un peu en retard. J'ai vu, je pense, quand la saison 3 est sortie, Netflix me l'a suggéré. Et j'ai regardé et je me suis dit, il y a un truc. C'est des jeunes, il y a un côté ordinaire, extraordinaire. Ils sont dans leur ville dans les années 90, ordinaire. Ils basculent dans un monde complètement extraordinaire. Et leur entourage ne les croit pas. Et nous, c'est un peu ça qu'on fait avec Merci Andy, c'est que justement, tu bascules un peu dans ce monde extraordinaire, ultra coloré. J'adore l'esprit d'équipe qu'il y a entre ces jeunes-là. Enfin, pour ceux qui ont vu la série, ils se reconnaîtront. Et je me suis dit, il y a un truc à faire avec eux. Netflix faisait très peu de partenariats. Ils en faisaient pas mal sur les vêtements. Et on a été la première marque de cosmétiques et d'hygiène au monde à faire quelque chose avec Netflix. Et encore plus avec Stranger Things, qui est le numéro 1 des shows Netflix. Tu vois. Et en termes d'image, Stranger Things, c'est très strict. Tu vois, c'est les frères Brothers qui ont créé ça. C'est hyper complexe. C'est un univers de dingue, quoi. Ils protègent Stranger Things comme jamais. Donc, on a réussi. Au début, ils nous ont dit non, que l'Europe. C'est déjà super bien, mais pour les US, on veut une marque américaine. Et puis, au fur et à mesure de nos travaux, on a fait des ateliers créatifs avec eux, de nos designers qui ont drafté des choses, de nos produits, de notre qualité. Ils ont dit, wow, oh my God, I love it. Let's go for US. Et bon, nous, c'était un peu tard parce que tu vois, on a dû reproduire et tout par rapport à la saison, mais on l'a quand même lancé aux US. Ça a été super. On a fait plein de choses. Et c'était une prod spécifique pour des raisons réglementaires aux États-Unis, mais c'était exceptionnel. Et pardon, et comment je suis arrivé à générer ça? J'ai utilisé LinkedIn, tout simplement. Moi, j'adore, c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est si tu veux aller là,
passe par la grande porte avant d'essayer la petite. Tu vois, il y a des gens qui osent pas. Et c'est pas parce que tu n'as pas d'abonnés sur LinkedIn ou que tu es moins influent ou quoi que ce soit. Essaye déjà. Si ça marche pas, ça marche pas. Tu essaieras d'autres portes. Moi, j'ai envoyé à 4 personnes sur LinkedIn, voilà, qui on est une marque française, on a ça, on a une communauté, on veut faire ça, pourquoi ça marche, quelques drafts. J'ai eu 3 réponses en moins de 24 heures. Email, rendez-vous, call, voilà. Et c'est quoi, c'est Head of Brand Partnership chez ouais, Netflix, justement, tu comprends rien à ces organisations, donc tu essayes de voir un peu les titres, machin. Je crois qu'ils n'avaient pas structuré ce pôle vraiment très licensing, licence, partenariat comme un Disney peut l'avoir, où ils font ça depuis des décennies. Donc chez Netflix, c'est tout nouveau, donc il fallait choper les bonnes personnes, ils se renvoyaient un peu la balle et tout. Et il y a un moment, on a dit let's go, faut y aller, on veut être prêt pour la saison 4 et c'est allé, et c'est incroyable, tu vois. Et dans ce cas-là, c'est quoi le deal? C'est en fait, toi tu prends... Ils prennent un pourcentage des ventes et ils ont un minimum qui est garanti. Okay. Tu vois, qui est quand même un vrai engagement financier. C'est pas gratuit, mais ils ont fait une telle activation autour de Stranger Things. Ils ont ouvert des magasins. On a été dans tous les magasins sur les Champs-Élysées, Times Square, à Los Angeles, Miami, South Beach. Ils ont ouvert partout. À chaque fois, on était là. Ils ont ouvert un festival à Paris au Cirque d'hiver pendant 5 jours. On avait un stand de 100 mètres carrés. On était là. Tu vois, au final, on est super content de cette opération. C'est là où tu comprends comment les multinationales, enfin l'impact qu'ils ont, c'est que quand ils font un truc, c'est... Ouais, et je pense que c'est, pour le coup, pour un Netflix, Stranger Things, c'était unique, tu vois, ils font pas ça pour tous les lancements séries, ouais. Et puis marketingement, c'était des génies créatifs, on a imaginé plein de choses, il y avait des codes cachés en russe sur le pack, parce que tu sais, dans la saison 4, ils nous avaient spoilé des éléments, on l'a pas vu avant les autres, mais on avait quelques éléments, il y avait la Russie qui intervenait, alors heureusement que ça s'est lancé en 2021 et pas en 2022, parce que c'était un peu, tu vois, c'est quand même les Américains contre les Russes dans la saison 4. Mais ouais, c'était mauvais timing, mais bon, là, ça va, on s'en est bien sorti, et puis c'est comme ça, et voilà. Ouais, en termes d'impact, concrètement, sur ce type d'opération-là, qu'est-ce que tu en attends en termes enfin, deux questions. En termes de chiffre d'affaires sur la France uniquement, en e-com et en wholesale, enfin, où est-ce que tu penses qu'une marque comme la tienne peut aller? Est-ce qu'il y a une limite ou pas? Et est-ce que tu as Moi, ce que j'essaie de découvrir parfois, c'est quelle est la profondeur du marché? Et si tu te compares à d'autres marques similaires, je sais pas, Hygiène par exemple, en termes de catégorie, où est-ce que tu t'aimerais aller en termes de chiffres? Ou je sais pas si tu as cette vision-là. Parce que c'est vrai que c'est dur parfois de se comparer et de voir en fait quel est le potentiel. C'est super dur, surtout que nous on souscrit pas à tous les NPS, pardon, pas NPS, mais tous les tu vois, les Nielsen, toutes les études. On en a plein, mais je pense que le sujet c'est, enfin, déjà on n'est pas dans le mass, ok. Tu vois les gros sites beauté en France, ils font 20-30 millions monomarques. Monomarque, c'est pas des retailers, t'es pas un Sephora.fr ou un Amazon. Ouais. Donc déjà, tu vois, les plus gros, ils font 20-30 millions de CA. Donc tu vois un peu où tu mets la barre. Et c'est déjà beaucoup. Et après, sur du wholesale en France, tu vois, je connais le chiffre de certaines grandes marques qui sont dans le top 3. Elles vont aller faire entre 70 et 100 millions d'euros de net sales. C'est beaucoup, c'est gros. Là-dedans, elles ont du retail, elles ont des boutiques en propre et compagnie. Je pense que si nous, on a cette ambition-là d'atteindre ce chiffre dans les 3-4 ans, c'est un peu mon objectif, quoi. D'ici, tu vois, d'ici un 2026-2027, d'aller faire 100 millions de net sales, ça serait chouette. Ouais, ce serait, je te le souhaite. Bah ouais, moi aussi, je me le souhaite. Je te le souhaite aussi. Et là-dedans, tu mets genre retail, enfin combien de pourcents retail direct, enfin tu vois, sur tes différents canaux. Je pense que ça va dépendre beaucoup des États-Unis. Là, on est en train de pousser fort sur le wholesale. On est beaucoup sollicité par des magasins et ça, c'est la beauté des États-Unis. Littéralement, hier, j'ai eu un call avec une chaîne que je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir tout fait le marché. Hyper bien, hyper quali. Ils vendent des vêtements, ils veulent lancer la beauté. Ils ont 500 magasins, tu vois. Ouais. 500 magasins en France. Il n'y a pas quoi. Sephora, Monoprix, Nocibé, c'est chacun, ils ont à peu près entre 300 et 350 magasins. Et c'est des magasins beaucoup plus gros en plus et tout. C'est ça la beauté. Tu vois, et tu te rends compte pourquoi des marques
aux US arrivent très rapidement à 20, 30, 50, 100 millions d'euros de CA. C'est que c'est compliqué dans la même langue, avec le même PR, la même stratégie d'influence et tout. Nous, si tu vas aller faire ça en Europe, c'est hyper compliqué. Il faut aller dupliquer dans des langues, des modèles différents, des TVA différentes, une exé différente, une logistique différente. Donc, c'est super complexe. Donc, mais je pense un 70-30, c'est raisonnable, ça serait bien. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Intéressant. Et, trop chouette, merci pour l'invitation. Beaucoup de succès et de croissance pour la suite. Merci à toi aussi. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à liker, partager et suivre la page afin de voir les prochains épisodes.